Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de décryptage. Merci infiniment à tous de votre présence. Nous avons souhaité réinitier une rencontre avec François-Xavier Lanfranchi, François de Rugy et Bruno Leroux, que je présenterai dans 2 minutes plus dans le détail. Mais la situation politique aujourd'hui nécessitait de refaire un point sur ce qui s'est passé depuis 15 mois et depuis cette fameuse date de dissolution que personne n'attendait en France et qui a entraîné, comme vous le savez, un schéma politique tout à fait inattendu où depuis des années, la France était plutôt coupée en deux et il fallait aller chercher 51% dans une majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle est coupée en trois. C'est l'originalité de ce qui nous arrive et en même temps, nous n'avons pas su et les députés n'ont pas su utiliser peut-être cette opportunité pour apprendre à faire des coalitions et travailler ensemble. Je reviendrai dessus sur cette situation. Et on est à un moment où aujourd'hui même, et merci de votre présence, et peut-être que cela facilite de se connecter de chez soi dans cette grande journée de mobilisation aujourd'hui contre un projet de loi de finances qui n'est pas encore inscrit et dont on ne sait pas comment il aboutira, avec un nouveau Premier ministre, le cinquième depuis maintenant 14 mois, ce qui est totalement inédit dans notre République. Et comme public qui est là depuis maintenant 30 ans, qui est un observateur, bien sûr, de la vie politique française, avec qui nous travaillons depuis des années avec les parlementaires. Vous vous doutez bien que la vie n'est pas tous les jours simple pour nous, puisque tous les 3 mois, on doit recommencer avec de nouveaux ministres. Et en même temps, on avait l'espoir que notre pays puisse apprendre à faire des coalitions. Ce n'est pas le cas. Et je tenais aussi à vous dire qu'en 30 ans, on ne lit pas assez dans la presse, on n'a pas assez dit. C'est une première fois qu'un président de la République se fait réélire avec la même majorité. En fait, lorsqu'il y a eu des réélections de François Mitterrand et de Jacques Chirac, c'était parce qu'il y avait à l'Assemblée nationale l'opposition. Ils ont pu regagner les présidentielles, mais systématiquement depuis 30 ans, ceux qui sont en majorité à l'Assemblée nationale se font dégager. Et je me permets de dire que le pire malheur de Macron, c'est d'avoir été réélu. Et quand on voit le temps aujourd'hui d'usure de la vie politique française, le lendemain de son élection, il ne peut pas être aimé. Et il suffit de voir aujourd'hui qu'il doit gouverner avec un tiers du Parlement. Et gouverner avec un tiers du Parlement, c'est avoir 66% contre soi. La semaine dernière, il y a 10 jours, lors du vote de confiance, 194 pour, 364 contre, ça fait exactement 33%. Donc, lorsque vous avez des sondages qui vous disent il y a 66% des Français qui ne sont pas d'accord, si ça vient du centre, vous en avez 66 qui ne sont pas d'accord. Si ça vient de la gauche, vous en aurez 66 qui ne seront pas d'accord. Si ça vient de l'extrême droite, vous en serez 66 qui ne seront pas d'accord. Et pourtant, il faut avancer. Alors, il y a quand même des pôles de stabilité, on peut s'en réjouir. Le Sénat, il est stable, il est là, et on va revenir dans quelques minutes dessus. Il y a de plus en plus de propositions de loi. 2, j'insiste sur ce point, vous avez vu que l'actuel Premier ministre veut peut-être réécrire une nouvelle page de la décentralisation. Les régions sont là, elles sont fortes, elles sont présentes. Les présidents de région, ils sont là encore pendant 3 ans, et ils sont à la manœuvre sur le développement économique des territoires. Donc nous allons, dans un premier temps, je vais revenir sur quelques chiffres que va m'installer Juliette à l'écran. Merci d'ailleurs à mes équipes de la préparation de ce webinaire. Nous ferons une petite photo de famille. Je reviens donc sur nos intervenants que je remercie encore de leur présence. On a pris les mêmes tout simplement pour 15 mois après refaire un point sur cette situation inédite avec des issues toujours imprévisibles. François de Rugy, merci de ta présence. Tu es ancien ministre d'État de l'Environnement, ancien président de l'Assemblée nationale et de nombreuses années au compteur comme député. Bruno Leroux, merci de ta présence, ancien ministre, ancien député, mais aussi et surtout président du groupe de la majorité sous François Hollande pendant toute cette période et sur laquelle tu as connu
par ailleurs, à l'intérieur de ton groupe, les frondeurs, François-Xavier Lanfranchi, consultant d'affaires publiques, entre autres pour nous, mais de nombreux autres, enseignant à Sciences Po et un grand spécialiste de la légistique qui, après une petite présentation que je ferai, donnera lui-même son point de vue sur, bien sûr, des outils il n'y a pas eu de coup d'État législatif aujourd'hui et légistique, mais il y a quand même eu depuis 8 mois des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent et sur lesquelles je souhaiterais insister pour montrer que cette année 2025 est très très différente à l'Assemblée de celle qu'on a pu connaître dans les années précédentes. Alors nous allons enregistrer bien sûr ce webinaire pour poser des questions après les interventions de nous quatre. Vous pouvez le faire bien sûr par écrit. Lever la main sera peut-être un peu plus compliqué parce que nous attendons, je crois, 120 inscrits, mais on fera au mieux pour gérer ça. Sinon, Juliette, tu pourras lire avec Mathilde et Clara quelques propositions de questions qui vont arriver. Et puis, nous ferons juste après ces propos introductifs peut-être une grande photo de famille pour garder cela et publier sur LinkedIn. Je reviens sur quelques éléments maintenant fondamentaux. Nous avons, dans cette nouvelle législature, vous le voyez de manière extrêmement claire, 11 groupes à l'Assemblée nationale. Je vous le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui la majorité relative à avancer avec 210 sièges. Vous avez eu sur ce vote de confiance, il y en a eu que 194, donc un certain nombre d'abstentions. Et on voit bien qu'en connaissant la situation politique nationale, il est extrêmement dur d'élargir l'assiette. Elle s'est élargie dans cette nouvelle législature avec les LR qui sont rentrés au gouvernement. Je rappelle qu'on est passé de 40 sièges en majorité relative de 2022 à 2024 à 100 depuis 2024, et c'est une des grandes difficultés. Je gardais l'espoir que les choses puissent être différemment, mais les consignes des partis, les élections municipales qui vont arriver en mars prochain font que chacun regarde plutôt son intérêt partisan, semble-t-il, que celui de la France, me permet de le dire parce que je le crois aujourd'hui, et pourtant il faudrait, nous l'espérons, que Sébastien Lecornu puisse trouver une majorité. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il doit trouver une majorité ou, comme me disait Michel Sapin la semaine dernière, plutôt non pas un pacte de majorité, mais un pacte de non-censure pour essayer de tenir jusqu'à la prochaine présidentielle, au mieux d'une France qui est malade dans son système. Mais cependant, les Français l'ont voulu. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'avec un scrutin majoritaire à 2 tours, on ait finalement réussi à avoir une assemblée quasiment à la proportionnelle, alors que ce scrutin a été pensé par le général de Gaulle pour donner une majorité forte et pour gouverner. Et donc, certes, le responsable de tout ça, c'est le chef de l'État, mais la situation est ce que vous avez sous les yeux, c'est bien les Français qui l'ont voulu. Ça, c'est indéniable. Et donc, il faut continuer avec, à moins qu'une nouvelle dissolution arrive ou une démission du président qui va vraisemblablement être de plus en plus demandée dans les 6 mois qui viennent dans la. Alors, ce qui a changé sur la légistique par ailleurs, et vous allez le voir ici, nous l'avons déjà dit, mais là c'est encore beaucoup plus visible, c'est que si les textes d'initiative parlementaire, les projets de loi étaient à l'époque majoritaires, eh bien depuis cette 7e législature, ce sont les PPL parlementaires qui deviennent finalement quasiment la règle, sauf pour le PLF ou quelques textes que l'on va voir tout à l'heure, comme le PJL simplification. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que le Parlement reprend une grande partie du pouvoir législatif. Ce devrait être une bonne nouvelle. Alors certains disent, ce qui m'agace beaucoup d'ailleurs à titre personnel, François, tu connais mon analyse, il n'y a plus de grandes lois. Mais et il n'y a que des petites lois parce qu'elles passent par le Parlement. Mais la loi, c'est la loi. La loi, elle est dans les textes, elle est dans les codes et elle est à appliquer. Et peut-être d'ailleurs que si des majorités relatives devaient durer même après la prochaine présidentielle, il faudrait apprendre à gouverner différemment
avec des sommes de petites lois qui, en 2 ou 3 ans, feraient une grande loi parce qu'on la prend par petits bouts, souvent une loi à 4 chapitres. Eh bien, on fait une PPL pour le premier chapitre, une PPL pour le second, et au bout de 3 ans, on construit quand même quelque chose de solide. En tout cas, il va falloir apprendre à travailler différemment. Alors, je voulais juste faire un petit focus sur 6 textes qui ont eu lieu cette année: la PPL simplification, la PPL Grémillet, la PPL audiovisuelle, la PPL Paris-Lyon-Marseille, celle de la loi du plomb, tout le monde en a entendu parler, et le PLF 2025 sur lequel François-Xavier reviendra bien évidemment dessus, avec des choses qu'on n'a pas connues avant, que ce soit dans la construction du vote ou que ce soit sur l'utilisation de la procédure. Sur la PJL simplification, donc projet de loi, la répartition des votes spécifiques à l'Assemblée nationale avec une division interne du bloc gouvernemental. Donc il y a une partie notable des députés En Marche, EPR, pourtant à l'initiative du texte avec le gouvernement, qui a finalement voté contre, car le projet de loi s'est éloigné de la copie originale, et pour cause, avec 11 groupes, présentés par Gabriel Attal. Ce revirement traduit par un rejet du texte modifié par de nombreux amendements déposés. C'est assez rare pour être souligné. Donc, premier hic ou innovation à l'Assemblée nationale. Sur la PPL Grémillet, alors, elle était aussi attendue. Malheureusement, nous n'avons pas de. La programmation pluriannuelle de l'énergie n'a toujours pas été signée comme décret. Il fallait une PPL pour donner des orientations. Mais là encore, le texte et les députés LR et RN ont tellement remanié le texte, avec notamment l'adoption d'un moratoire sur l'éolien et sur le photovoltaïque. Résultat, là encore, le bloc central a voté contre le texte. Donc, ceux qui gouvernent actuellement décident de voter contre un texte. Vous voyez qu'on est dans des confusions assez complexes aujourd'hui et qui n'étaient pas imaginables à l'époque, il y a encore quelques années. Donc, cette construction législative et ces 11 groupes qui font que, ben oui, si on fait passer des amendements, on détricote un texte et à l'arrivée, il se passe quelque chose de très différent. La PPL audiovisuel public, on a moins travaillé dessus. Mais ce qui a été intéressant, c'est de noter que Rachida Dati, au Sénat, a utilisé la procédure du vote bloqué, ce qui est extrêmement rare, et ce qui a conduit à l'adoption du texte au Sénat pour l'accélérer, là encore avec un Sénat qui n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que l'Assemblée nationale. Sur la PPL Paris-Lyon-Marseille, la loi, donc aujourd'hui le Sénat avait une opposition très claire contre ce changement de mode de scrutin, et à Paris et Lyon-Marseille qui vont arriver, qui vont d'ailleurs être assez complexes puisqu'il y aura 2 urnes au moment de l'élection. Il y a donc une opposition nette qui a créé un texte qui a été opportuniste et très précipité, une tentative de compromis le 17 juin 2025 sans véritable accord. Et là, parce que c'est la règle, mon cher François-Xavier, il faut la rappeler, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, ils ont pu faire passer le texte. Et on voit bien qu'il y a ces parties de bras de fer entre les 2 chambres. La PPL du plomb, là encore, une procédure légistique inhabituelle et que l'on pourrait appeler comme tactique face à une avalanche d'amendements de la gauche, près de 3500 amendements, une pétition contre la PPL dont vous savez qu'elle a reçu 2 millions de soutien. D'ailleurs, cette PPL va revenir parce qu'il y a cette pétition en débat à l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, il y a une motion de rejet préalable pour expédier le texte porté par le rapporteur. Là encore, de mémoire, François-Xavier, je crois qu'il n'y en a eu qu'une seule dans les années 60, 70, peut-être 63. C'est assez rare que le porteur porte une motion pour rejeter le texte qu'il est en train de rapporter. On voit bien qu'il se passe des choses qu'on a peu connues par le passé. Et puis, vous le savez, le projet de loi de finances 2025, qui a eu sa motion de censure, qui a fait tomber le gouvernement Barnier, et qui, pour la première fois, il y a eu l'article 47 de la Constitution pour promulguer une loi spéciale permettant, le temps qu'elle soit revotée, d'avoir des impôts et un financement qui puissent continuer d'exister en début d'année 2025. Vous le voyez, c'est assez incroyable, mais vrai. Il va falloir peut-être s'y habituer. Voilà pour mes propos introductifs. François-Xavier, je vais te laisser les compléter. Après, et Bruno et François Grugy, on démarrera un débat essentiellement sur les textes et la légistique pour continuer ensuite sur la situation politique et vers quelle direction on peut aller. Merci François-Xavier de ta présence. Je te laisse la parole. Merci Marc. Bon, je tacle très rapidement. Juste peut-être
puisqu'on a parlé de légistique, je ne sais pas le niveau d'aisance avec la notion de tous les gens autour de la table. La légistique, en première approche, c'est une science humaine juridique qui s'intéresse à la façon dont sont adoptées les normes juridiques, toutes les normes de l'arrêté à la loi. Pour ce qui nous concerne là, on va parler de normes législatives, donc de lois et de procédures législatives. Et je voudrais, en premier temps, alors si on peut me donner le partage, je peux partager des slides. Pardon. Euh, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'activer le partage, sinon je vais parler sans slide. Sinon, Mais tu ce sera l'envoies moins. par mail à Mathilde ou Juliette tout de suite. D'accord, je fais ça immédiatement. Alors je vous demande 30 secondes le temps de le faire. Alors sinon, là, je viens de vous désigner comme présentateur, donc normalement, ça Ah, fonctionne. super, merci beaucoup. Et impeccable. Voilà. Hop, je vais partager les slides. Super, merci Donc, François-Xavier. sinon, je vais créer un problème. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon. Voilà. Donc moi, j'étais parti sur 8 textes qu'on va voir tout de suite. Simplement, ce que je voulais dire, voilà, la légistique, pour nous, là, on va parler juste de procédure législative. Et sur la procédure législative, en France, la légistique désigne surtout un ensemble de normes, au sens où c'est plus seulement c'est des prescriptions. C'est-à-dire qu'en matière de législation, quasiment tout est cadré par des textes. Et donc, les manuels de légistique, édités notamment par le Conseil d'État, renvoient aux textes. Ces textes, c'est la Constitution, les règlements de l'Assemblée et du Sénat, les lois organiques et puis quelques dispositions législatives. Et donc, voilà, on a un cadre qui est très, très fixé. Et la procédure législative n'a pas évolué en termes de loi, de ce qui encadre de structure, des possibilités juridiques de la procédure. Il n'y a pas eu d'évolution depuis la dissolution. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a vraiment, si on n'a pas changé les textes qui régissent la procédure législative, est-ce qu'on a changé la pratique? Et donc on va voir que de temps en temps, c'est une affaire de zoom temporel ou axiologique, mais qu'il y a effectivement des vraies innovations. Et puis deuxième question, est-ce que c'est purement conjoncturel et lié à la situation politique actuelle, ou est-ce qu'on a des tendances lourdes qui se dégagent? Je vais pas présenter chaque texte dans l'ordre parce que 15 minutes, moi j'ai retenu 8 textes, de plus que ceux de Marc, mais on en avait parlé ensemble. 2 minutes par texte, j'ai pas le temps de faire une présentation des péripéties de procédure de chaque texte. Néanmoins, je vous propose une approche transversale en 4 temps voilà, que j'ai essayé de faire le plus intuitif possible. Donc le premier point, quand on regarde ces textes, donc les 2 en plus par rapport à ce que disait Marc, c'est la LFSS qui est très importante puisque c'est là-dessus que le gouvernement précédent Barnier était tombé. Et puis j'ai également ajouté la proposition de loi sur les PFAS parce qu'elle est intéressante, même si elle s'est relativement bien passée, c'est intéressant de voir comment. Et donc le premier élément qui saute aux yeux, c'est la difficulté de pilotage de l'exécutif, c'est la difficulté à tenir le calendrier. Donc dans la majorité des cas, pas de calendrier opposable, mais ce qu'on voit très bien, c'est que sur les 2, loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, vous voyez les dates 14 février, 28 février, jamais ça n'arrive, c'est totalement nouveau. Une durée complètement anormale de navette pour ces procédures, en partie à cause évidemment de la chute du gouvernement et de la nomination d'un nouveau gouvernement, mais c'est inhabituel et effectivement, il a fallu une loi spéciale pour en venir à bout. Autre exemple, la loi Grémillet. La loi Grémillet, elle est en navette depuis tout de même un bon moment. Déposée le 1er juillet 2023, on est en septembre 2025. Le projet de loi de simplification économique, je ne vais pas vous refaire toute sa synthèse, mais je rappelle quand même qu'on a commencé à en parler en décembre 2023 et qu'il n'est toujours pas voté. La proposition de loi audiovisuelle publique, Rachida Dati l'a présentée tardivement en avril, elle espérait l'avoir adoptée en été, elle n'a pas réussi. Et donc elle n'a pas tenu son calendrier. Donc premièrement, les durées ne sont pas maîtrisées par l'exécutif. Deuxièmement, les délais, quand il en existe, quand il y a des délais opposables au législateur, ne sont pas tenus. Ils n'ont pas été tenus sur la loi de finances initiale et sur la loi de financement de la sécurité sociale. Et ils n'ont pas été tenus, en particulier sur la proposition de loi Grémillet, puisque je rappelle que, premièrement, au terme de la loi de énergie-climat de 2019, on devait prendre une loi d'orientation, une loi pluriannuelle de programmation de l'énergie avant le 1er juillet 2023. On a plus de 2 ans de retard. Et que la directive RED 3 de l'Union européenne exigeait que les plans nationaux énergie-climat soient transmis avant le 20 juin 2024. Et en retard de plus d'1 an.
Donc, une difficulté de tenue par l'exécutif qu'on retrouve quand même dans 3 des procédures qu'on regarde, 4 si on compte le projet de loi audiovisuel. 2e point, et cela s'explique parce que on a quand même une majorité introuvable. Alors Marc, tu disais que c'est coupé en 3. Moi, je pense que c'est extrêmement atomisé, extrêmement fragmenté et qu'on est au-delà d'un découpage en 3. Et quand on regarde les procédures, systématiquement, sur la quasi-totalité de ces procédures, on s'est heurté, sauf sur Paris-Lyon-Marseille, où le Sénat n'a pas vraiment fait de l'obstruction, heu, même s'il a beaucoup lutté contre. Mais sur toutes ces procédures, on s'est heurté à une obstruction parlementaire. Et l'autre point, c'est que sur la majorité de ces procédures, sauf sur PLM et sur PFAS, à l'Assemblée nationale, on a eu la majorité, le socle commun, qui s'est mis en minorité ou qui s'est divisé, qui s'est retrouvé donc en minorité parce qu'il s'est divisé. Et donc c'est intéressant de regarder sur ces textes quelles ont été les formes de l'obstruction. Et est-ce qu'elles sont nouvelles ou pas nouvelles? Donc sur la loi de finances, heu, chose totalement nouvelle, c'est la première fois que l'Assemblée nationale, le 12 novembre, avait rejeté la partie recettes du PLF. Le gouvernement n'avait pas engagé le 49.3 à l'époque et 1er rejet historique depuis le début de la Ve République d'une loi de finances par l'Assemblée nationale. Sous Élisabeth Borne, elle était passée avec le 49.3 et donc le texte avait été réputé adopté par l'Assemblée nationale. Sur la LFSS, les débats se sont éternisés à l'Assemblée nationale et donc le gouvernement avait appliqué le 47.1 pour dire: «Bon, maintenant on passe à autre chose, on passe au Sénat». Donc pas de vote à l'Assemblée nationale, c'est pas la première fois parce que c'était déjà arrivé une unique fois en février 2023 sur les retraites, mais c'est complètement nouveau que l'Assemblée nationale ne vote pas en première lecture une LFSS. Ça date de 2023. Avant, ça ne s'était pas produit depuis la création des LFSS dans les milieux des années 90. Et ensuite, on a eu la fameuse censure par 49.3 sur les conclusions de la CMP qui a fait tomber le gouvernement Barnier. Donc là, c'est voilà, c'est très clair qu'on a eu une majorité mise en minorité. Ensuite, si on regarde l'audiovisuel public. Alors sur l'audiovisuel public, c'est très simple. Il y a eu un vote qui, qui a été poussé par le groupe GEST, motion de préalable de rejet. Le RN s'est rallié au groupe GEST et à la gauche et a mis en minorité le gouvernement, bon, mise en minorité et c'est quand même une nouveauté, ce vote d'une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui passe, par un cumul des oppositions et qui met en minorité, le groupe, ce qu'on appelle le socle commun, mais dont on va voir qu'en fait, c'est pas du tout une majorité. Sur la proposition de loi Grémillet, une grosse division, parce que c'est quand même LR qui est à l'origine de l'amendement de moratoire qu'a voté le RN massivement, et ce qui a conduit, à cet échec majeur, sur la proposition de loi Grémillet où, finalement il a fallu s'aborder le texte. Hem, voilà et sur la simplification de la vie économique, ponctuellement on s'est retrouvé en minorité, le socle commun s'est retrouvé en minorité, notamment sur 2 sujets clés pour, le groupe EPR, qui sont les ZFE, les zones à faible émission, et le zéro artificialisation nette. Et c'est la raison pour laquelle, le projet de loi a quand même eu énormément de mal à progresser. Heu, donc on a quand même une coalition qui est extrêmement fragile et quand on regarde, fragile est un euphémisme. Concrètement, cette coalition, elle est contre nature, c'est-à-dire que, aujourd'hui, on a EPR qui essaye de travailler avec LR, ils sont ennemis, les LR est opposé au macronisme depuis que Macron était ministre de François Hollande. Donc c'est quand même extrêmement contre nature. C'est fragile parce qu'on voit qu'il y a des scissions, notamment avec LR. LR joue pas forcément le jeu, mais les autres ne jouent pas le jeu non plus. Et puis elle est démotivée et quand on regarde, c'est quand même très intéressant de regarder ce qui s'est passé sur simplification de la vie économique, on pourrait le prendre sur d'autres textes, hein. On voit que, Ensemble pour la République a voté totalement contre son texte. Majorité, 64% des 64 votants d'Ensemble pour la République ont voté contre le projet de loi de simplification de la vie économique. La droite républicaine, a voté pour le texte,
qui ne plaisait pas à EPR, donc pour la remise en cause des zones à faible émission et du ZAN, et bon, l'IOT pareil. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur les ZFE, ben, on voit que pour défendre les ZFE, Ensemble pour la République, il y avait 16 membres qui ont voté pour, et qui ont voté contre les amendements qui remettaient en cause les ZFE, contre l'article 15 ter qui remettait en cause les ZFE au moment du scrutin. En face, il y avait 56 RN, la messe était dite, 93 membres, 16 qui se mobilisent pour voter. Voilà, on a une majorité qui est divisée, qui est en fait une minorité, et qui est démotivée. Et du coup, en fait, cette majorité qui est une minorité, c'est ce que Marc expliquait, hein, si on compte coupé en 3, voilà, cette majorité qui est une minorité a des stratégies de minorité. Et donc c'est là qu'on en vient vraiment au noyau, qu'il y a des nouveautés légistiques ou pas. Qu'est-ce qu'a fait cette minorité? Elle a globalement évité le débat. Alors avec des moyens qui sont traditionnels ou non, et ça vaut le coup de regarder texte par texte. Donc j'ai remis là les moyens d'obstruction qui ont été utilisés par les oppositions, et regardons ce qu'ont fait le gouvernement et le socle commun. Sur la loi de finances initiale, c'est la première fois que, après ajournement des travaux, à la suite de la chute du gouvernement Barnier, reprise des travaux le 20 janvier, poursuite en CMP, conclusion de la CMP adoptée en 49.3, et en fait, l'Assemblée nationale n'a donc jamais adopté le texte. C'est un passage en force par 49.3. Non, c'est la première fois que ça arrive quand même, mais on peut considérer que le 49.3 est plus classique. Sur la loi de financement de la sécurité sociale, avec l'enlisement des débats en première étape, en première lecture à l'Assemblée nationale, on a dit tout à l'heure, je viens de le dire, utilisation du 47.1, oui, ça a déjà été utilisé, mais seulement sur les retraites. Donc on a quand même une évolution de pratique. Sur la nouvelle lecture, alors la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, donc le Sénat avait repris les travaux sur la LFSS après l'échec des conclusions de la CMP, la motion de censure. C'est repassé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Là, les débats à l'Assemblée nationale étaient doublement limités. Premièrement, par le principe de l'entonnoir, pas d'article additionnel, puisqu'on est en nouvelle lecture. Deuxièmement, par un 49.3 qui, de toute façon, a résolu le problème. On a eu parallèlement un vote conforme au Sénat. Et donc là aussi, c'est quand même extrêmement nouveau de procéder de la sorte. Sur le texte PFAS, donc c'est cette trajectoire de limitation des émissions de PFAS par les industries. Globalement, c'est une navette qui s'est passée sans problème, une forte opposition du RN. Mais ce qui est intéressant, c'est que le RN s'est notamment opposé à une procédure de législation en commission qui donc vise à éviter les débats en séance. Et la majorité a soutenu la proposition écologiste d'une procédure de législation en commission, limitant les débats. Sur Paris-Léon-Marcel, limitation des débats ou pas? Oui. Oui, c'est quand même très intéressant. C'est un texte qui concerne au premier chef les collectivités et donc il aurait dû être porté au Sénat. C'est un texte, pardon, mais de bidouillage électoral, notamment pour Paris. Et donc théoriquement, ça aurait dû être un projet de loi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une proposition de loi portée à l'Assemblée nationale. Donc on a évité la primauté du Sénat sur un texte concernant les collectivités, et on l'a mis en procédure accélérée, de façon, là aussi, à limiter les débats. Est-ce qu'il y a des précédents? Oui, ça se fait beaucoup, malheureusement. Sur la proposition de loi du plomb, donc il y a effectivement cette motion de rejet préalable engagée par le rapporteur à l'Assemblée nationale. Complètement nouveau à l'Assemblée nationale, en effet, ça s'est jamais fait à l'Assemblée nationale. Complètement nouveau aussi que ce soit à l'Assemblée nationale, la majorité qui s'approprie ce qui est considéré traditionnellement comme un outil de l'opposition. Néanmoins, c'est là que c'est une affaire de périmètre temporel d'abord. Est-ce que c'est complètement nouveau? Non, ça s'est déjà fait en droit parlementaire français au Sénat. Alors effectivement, j'ai trouvé aussi la date de 1965, Marc, mais j'ai pas réussi à l'étayer en allant chercher dans les comptes rendus de 1965. En revanche, il y a 2 précédents, 1986 et 1995. 1986 sur du charcutage électoral, 1995 sur une loi d'habilitation, pour réforme sociale, donc c'était une habilitation ordonnance article 38. Et le Sénat a utilisé une procédure qui ressemble beaucoup à la motion, de rejet préalable, qui est la question préalable au Sénat. Et donc la question, c'est: est-ce qu'il faut vraiment mettre ça à l'ordre du jour? Et le Sénat a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer, ce qui est exactement ce qu'a fait l'Assemblée nationale.
en raison de l'opposition. Et donc, en droit constitutionnel, il y a un accord au sein de la doctrine où ces outils sont, les outils de rejet préalable ou de question préalable, sont des outils de contournement de l'obstruction parlementaire. Et là, l'obstruction était très claire sur les 3500 amendements des oppositions. On en avait par exemple 96 qui déclinaient exactement la même mesure pour les 100 départements, pour 96 départements français métropolitains. Compte tenu du principe d'unité et d'indivisibilité de la République, c'est juste une aberration, c'est de la pure obstruction. Donc l'obstruction était constatée, c'est ce qui fait que le Conseil constitutionnel a dit ben non, ça n'a pas nui au débat, puisque le but était de les accélérer. Cette décision du Conseil constitutionnel a beaucoup fait gloser, mais on est quand même sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a déjà eu lieu pour le Sénat. Et donc, voilà, oui, c'est nouveau à l'Assemblée nationale, mais si on change le scope, on peut se dire que c'est pas si nouveau que ça. Cela étant, effectivement, c'est quand même la première fois qu'on voit ça à l'Assemblée nationale et qu'en plus, ça se joint avec les oppositions. Sur l'audiovisuel public, on a eu un texte qui a cherché à éviter les débats communs, d'abord avec un calendrier extrêmement accéléré, procédure accélérée, présentation le 10 avril. Je vous ai dit, Rachida Dati espérait une adoption à l'été. Mais surtout, au Sénat, effectivement, tu le disais Marc, vote bloqué. Est-ce que ça a déjà été utilisé? Oui, 80 fois à l'Assemblée nationale, une quarantaine de fois au Sénat. C'est pas un scoop, mais on est bien dans un gouvernement qui souhaite limiter les débats. Sur la proposition de loi énergie, là, il y a juste eu un rejet massif dans lequel le groupe censément majoritaire, sauf LR, s'est joint aux oppositions pour rejeter un texte qu'il a estimé dénaturé. Et donc c'est typiquement ce que fait un groupe de la minorité. Voilà. C'est ce qui arrive régulièrement où on a des retraits de texte ou des rejets de texte dans des niches parlementaires. Quand la majorité a réécrit complètement le texte proposé par la minorité parlementaire en niche. Et enfin, sur la simplification de la vie économique, les débats ont avancé extrêmement laborieusement. Je ne reviens pas sur la durée éternelle de ces débats qui ont maintenant 2 ans et demi. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est donc il n'a pas pu le faire, mais qu'il n'est pas du tout sûr que ce texte passe la validation des conclusions de la CMP, puisqu'il est tellement hypertrophié, il était tellement enrichi qu'il ne plaît plus à personne. François Bayrou avait annoncé, il ne pourra pas le faire, qu'il se battrait pas pour que ce texte survive si la lecture des conclusions de la CMP échouait, mais qu'il aimerait beaucoup faire des ordonnances. C'est quand même beaucoup plus simple. Bon, ça ne me paraissait pas très habile parce qu'il aurait fallu débattre sur l'habilitation à ordonnance et je ne pense pas que le Parlement l'aurait laissé faire. Mais voilà, on a quand même donc en fait une majorité, un socle commun qui est souvent minoritaire, souvent divisé, et qui par conséquent mobilise, et pour moi c'est le changement majeur, il est là, mobilise les outils légistiques, mobilise les procédures et les éléments de procédure législative, exactement comme le fait un groupe de la minorité. Ce qui revient un peu à opposer l'obstruction à l'obstruction. Et pour moi, ça explique beaucoup les difficultés actuelles. On a un Parlement qui est en panne. N'en déplaise à Yael Braun-Pivet qui a expliqué le contraire dimanche. Alors, une fois qu'on a posé ça, est-ce qu'il y a En conclusion. Voilà, des éléments plus structurels sur ce texte. Je ne reviens pas sur les proportions de propositions de loi que tu as souligné, Marc, et la tendance longue d'augmentation des TPPL. Je ferai juste observer que PPL, elles ont 3 défauts. Premièrement, pas d'études d'impact du tout. De temps en temps, quand on est par exemple sur les PFAS, c'est quand même dommage, parce que les industries, pas d'études d'impact, ça fait des textes qui sont contestables et contestés. Deuxième point, le Conseil constitutionnel est de plus en plus sollicité, et on l'a vu sur la proposition de loi Duplon. D'abord, ça va être une jurisprudence longue. Il a enrichi considérablement la portée de la Charte de l'environnement, et notamment de son article 1er, dans son analyse, et il descend davantage dans le détail qu'avant. Quand on regarde vraiment, il dit quasiment au législateur, voilà les mesures qui auraient dû figurer pour que je ne censure pas. C'est quelque chose de nouveau. Et je suis pas, voilà, ça rappelle que la Constitution est une limite, et on est quand même à une époque où les gens n'ont pas envie que le droit soit une limite. Et le troisième point, c'est un peu ces petits arrangements avec le droit qu'on voit en permanence. On voit sur alors la problématique des amendements, je ne vais pas parler de la prise de bec entre Dati et une administratrice de l'Assemblée nationale, mais c'est vrai qu'on a eu des amendements, des amendements une politique de recevabilité à géométrie variable.
qui indisposent, que ce soit sur la recevabilité, en lien avec le texte ou recevabilité financière. On a quand même eu des textes un peu étonnants ces dernières années, et tout ça fait que moi finalement j'ai une certitude, c'est que, aujourd'hui on a la grosse particularité de l'époque, c'est la totale absence de majorité. Et donc cette fragmentation politique complète, la Ve République, c'est la République à rebours. La Ve République est faite pour, le fait majoritaire, là on a le fait minoritaire qui domine. Et On va 4 conclure. incertitudes: est-ce que la Ve République peut survivre à cet usage à l'envers? Est-ce que l'État de droit peut survivre à cet usage à l'envers? Et comment on n'a pas épuisé les possibilités d'innovation. Je rappelle que, la fois dernière, on s'en est sorti avec une loi spéciale. On ne sait pas comment vont se passer les textes budgétaires cette année. Et j'ai terminé. Merci beaucoup François-Xavier pour cette analyse de ces 8 textes, sur tes remarques, et notamment sur l'avenir de la Ve République. Pourra-t-elle survivre? On a vu que les délais ont du mal à être tenus. Il n'y a pas de fait majoritaire, il y a un cumul des oppositions, et avec beaucoup de surprises. Mon cher François, on va te demander, François de Rugy, puis Bruno, d'abord de réagir là, sur ce que tu as entendu, puis votre vision, tous les deux, l'un après l'autre, François, de cette innovation dans la légistique, et de ce qui se passe aujourd'hui. Tant on recule, ancien président de l'Assemblée nationale et parlementaire, nous sera très utile. Bonjour à tous, merci Marc pour cette invitation. Bon, moi je suis globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf sur quelques petits points, et je vais y revenir, mais je pense en effet que le constat c'est de départ, c'est que nos institutions ont été faites et ont été utilisées par la pratique, puisqu'il y a à la fois la règle et puis il y a comment les acteurs politiques ensuite se comportent dans nos institutions. C'est le fait majoritaire, parce qu'en fait, moi, je crois que ça renvoie à une culture politique française, qui est une culture politique fondée sur l'affrontement. On dit souvent: «Oui, mais il faudrait, du compromis» et cetera. En fait, c'est pas la culture politique française, et je pense d'ailleurs, y compris chez les citoyens, je crois qu'il faut pas opposer, les acteurs politiques et les citoyens. Je pense que les acteurs politiques sont plutôt à l'image des citoyens, et ça a plutôt tendance à se renforcer d'ailleurs, malheureusement de mon point de vue, mais c'est ainsi, avec les réseaux sociaux, avec l'hypermédiatisation, y compris d'ailleurs, du parlement, de l'Assemblée nationale. Eh bien, on valorise, celles et ceux qui sont très durs sur leur position, très tranchés, et qui donc ne souhaitent pas de compromis. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'au bout de 15 mois, d'ailleurs, ça s'est renforcé. C'est-à-dire que des acteurs politiques qui, après la dissolution, pouvaient encore imaginer, par exemple, des accords, non pas de majorité, mais de non-censure, ils sont beaucoup plus rétifs, voire carrément opposés aujourd'hui. Le fait qu'il y ait un affrontement entre une majorité et une opposition. Moi, je l'avais dit dans une tribune après les élections de 2022, où déjà il y avait plus de majorité absolue. Et c'était assez confortable pour tout le monde. C'était confortable, bien sûr, pour ceux qui avaient la majorité. Bon, globalement, en appelant à la discipline de groupe, à la discipline dans le soutien au gouvernement. On dit d'ailleurs, c'est faux, c'est marqué nulle part dans la Constitution, et dans la pratique, c'est même pas vraiment une réalité, que le chef de gouvernement est le chef de la majorité. Mais en fait, on dit ça parce que ça permet au chef de gouvernement de dire, bon, quand on a décidé ceci ou cela au sein du gouvernement, la majorité soutient. L'opposition, en général, s'oppose, même quand d'ailleurs elle peut parfois être d'accord, mais voilà, elle s'oppose et elle dit à ses électeurs: bon, voilà, nous, si vous votez pour nous la prochaine fois, vous aurez du changement, parce que nous, on n'aura rien soutenu de ce qui aura été fait pendant 5 ans. Et finalement, c'est assez confortable au sens où on n'a pas besoin de travailler à des compromis, on n'a pas besoin, quand on est dans l'opposition, de prendre de responsabilités, et ainsi de suite. En revanche, quand on est dans la situation que l'on connaît aujourd'hui, mais qu'on avait quand même déjà commencé à connaître après les élections de 2022, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, nos institutions sont à l'image de notre culture politique, ça se nourrit gentiment. Eh bien, nos institutions prévoient très très peu d'outils qui permettent de passer des compromis. Il y en a un quand même, et heureusement qu'il existe,
Et il sert de plus en plus d'ailleurs, c'est la commission mixte paritaire. J'y reviendrai, mais c'est le seul, d'ailleurs, à mon sens, le seul outil qui existe vraiment, qui donne un cadre pour essayer de faire des compromis. Donc ça, c'est vraiment le fond du problème, et ça a été dit avant moi, mais il faut vraiment en être conscient parce que on a souvent dit, et on entend encore aujourd'hui, oui, mais par exemple, la Ve République avait déjà connu la proportionnelle en 86. C'est vrai. Mais en fait, les élections à la proportionnelle de 86 avaient débouché sur une majorité. Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, le RPR et l'UDF avaient la majorité absolue à eux deux, alors qu'il y avait le Front National d'un côté et qu'il y avait la gauche de l'autre côté. Ce n'est plus le cas avec un scrutin majoritaire. Et chacun voit bien que s'il y avait de nouvelles élections législatives dans les semaines qui viennent, sans doute qu'on aboutirait à un résultat comparable. Alors peut-être pas exactement la même répartition en nombre de sièges, mais on aurait cette tripartition dont on parle. Quand je dis que cette culture politique est très ancrée, c'est que même celles et ceux qui l'analysent ou qui le décryptent ont tendance, et je viens de l'entendre, et quand je dis ça, c'est évidemment amical avec François-Xavier Lefranqui, on dit bah il y a une la majorité perd sa majorité parce qu'elle se divise. Non, c'est pas une majorité. Il ne faut jamais oublier le bloc central. Moi, je préfère parler de bloc central que de socle commun parce que justement, un socle commun, donnerait l'impression qu'il y a quelque chose de solide et qui est en commun, alors que tout le monde sait que ça n'est pas le cas. Hein. C'est 4 groupes parlementaires qui soutiennent qu'un cas, un gouvernement, et qui en plus, à eux quatre, sont vraiment minoritaires. Le vote, d'ailleurs, la seule utilité, parce que pour le reste, c'était vraiment catastrophique, ça c'est une appréciation personnelle, le vote déclenché par François Bayrou a montré voilà, le rapport de force. Voilà, on a 194 sièges, enfin 194 députés qui soutiennent. Alors, il pourrait y en avoir un peu plus parce qu'il manquait 22 députés LR, donc il pourrait y en avoir 216. Voilà. Mais c'est à peu près ça. Voilà. Ce qui soutient le gouvernement aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 députés, alors qu'il en faudrait 289 pour avoir une majorité absolue. Et depuis les élections législatives anticipées suite à la dissolution, on n'a toujours pas, et j'entends dans les médias, etc., la majorité des oppositions. Non, il n'y a plus de majorité et il n'y en aura pas. Je veux dire, qui peut croire un instant que le Parti socialiste va, à l'issue des consultations faites par Sébastien Lecornu, participer au gouvernement et rejoindre le bloc central? Ça n'a aucun sens politique, mais alors, vraiment aucun sens. Bon, c'est quelque chose vraiment qui est, on le sait, hors de propos et infaisable. Donc ça, c'est quand même structurel. Après, On sur sera heureux les... d'écouter Bruno là-dessus tout à l'heure. Tout à fait. Mais je ne serais pas étonné qu'il soit d'accord avec moi. Donc, après, il y a, je voulais juste revenir un petit peu sur une chose. Les quelques rares innovations, en effet, à la fois dans les institutions et dans la pratique. Alors, dans les institutions, c'est passé inaperçu parce que de fait, ça a une portée très faible, mais il faut, là, pour le coup, le rendre à Yael Braun-Pivet, qui en a pris l'initiative. Il y a aujourd'hui des possibilités de textes bipartisans. On peut inscrire à l'ordre du jour des propositions de loi, donc des propositions de loi d'origine parlementaire, si elles sont portées par des députés de groupes. Alors on continue à dire d'ailleurs, on dit plus de majorité, mais on dit des groupes d'opposition et des groupes qui ne se sont pas déclarés dans l'opposition. Parce que je rappelle que, en plus, les groupes, au début de la législature, doivent se déclarer dans l'opposition. Et vous savez qu'il y avait eu ce cas d'ailleurs plutôt drôle, où le groupe LR, présidé par Laurent Wauquiez, à l'issue des élections législatives de 2024, commence par se déclarer dans l'opposition. Et ben après, il participe au gouvernement, donc c'est un peu particulier, donc il a dû changer. Mais c'était ce qu'il avait fait parce que spontanément, en plus, ça donne un peu plus de droit d'être un groupe d'opposition. Donc il y a cette procédure qui a donné lieu à quelques propositions de loi qui ont été adoptées, qui sont de portée assez limitée. Par exemple, Anaïg Lemer, députée, elle, macroniste, Ensemble pour la République de Quimper, a fait adopter une loi sur le logement, la régulation de Airbnb, avec un député socialiste, je crois, des Pyrénées-Atlantiques. Ça, c'est des petites innovations voulues, mais qui ont une faible portée. Les innovations, j'ai envie de dire involontaires, c'est ce qu'a décrit François-Xavier Lefranqui, avec, moi je le dis en tant qu'ancien député pendant 15 ans et ancien président de l'Assemblée nationale, pour moi, l'utilisation de la motion de rejet par ceux qui soutiennent un texte est un détournement de procédure. Hein, je pense qu'il ne faut pas... Voilà, je comprends pourquoi ceux qui l'ont fait le font, parce que c'est pour contrer l'obstruction, mais comme on ne veut pas traiter le problème de l'obstruction au fond, eh bien, on en arrive à quelque chose qui est absurde, et je souscris aux propos qui ont été dits. On répond à l'obstruction par une autre obstruction. Bon, et pour moi, ça donne clairement le message vis-à-vis des citoyens, et c'est ça qui est grave.
que le Parlement enfin l'Assemblée nationale d'ailleurs, c'est pas le Parlement, parce que le Sénat ne se comporte pas de la même façon, mais l'Assemblée nationale se saborde. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale dit, sur un texte, je passe mon tour. Et je laisse, à la limite d'ailleurs, le Sénat avoir beaucoup plus de poids et d'influence. Je laisse les commissions mixtes paritaires, in fine, faire le travail législatif. Et ça renvoie à ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est plus confortable, finalement, plutôt que de travailler à des compromis, d'être un peu responsable, on laisse faire. Ce qui est un peu gênant, mais bon, c'est comme ça, le Conseil constitutionnel a validé cette pratique, puisque le Conseil constitutionnel a dit oui, un texte qui est rejeté par une motion de rejet est réputé examiné par l'Assemblée nationale et donc on peut continuer la procédure. Ça n'est pas nouveau, hein, il y avait eu une PPL sur les OGM sous le gouvernement Fillon qui avait été rejetée lors d'une motion de rejet à l'Assemblée nationale et en fait François Fillon a dit c'est pas grave, on va continuer au Sénat et ça avait été validé déjà par le Conseil constitutionnel. Bon, il y a d'autres exemples. Après, pour finir peut-être là-dessus, juste un petit éclairage. Je disais que la culture politique française valorise plutôt l'opposition, l'affrontement que le compromis. Je pense aussi que la culture politique française et les médias ne valorisent pas du tout ce que moi j'appelle l'art de l'exécution. C'est-à-dire que on adore organiser des débats sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faut faire une taxe Duckman? Est-ce qu'il faut faire une loi sur ceci ou sur cela? Et on ne dit jamais, on ne s'intéresse pas, hein, on ne s'intéresse pas à comment on va faire. Alors, on ne s'intéresse pas, par exemple, la taxe Juxman, comment on va faire. Quand on rentre dans les détails, c'est pas triste d'ailleurs. Mais ça commence, ce manque d'intérêt, commence sur la procédure parlementaire. Et ça, je peux en témoigner, y compris de la part des gouvernements, hein, ce qui est un comble, parce que normalement, un gouvernement qui veut aller au bout d'une idée, il faut qu'il s'intéresse à comment il va y arriver. Et y compris, je l'ai vécu, je le dis tranquillement, dans le précédent mandat, donc le premier mandat d'Emmanuel Macron, y compris sur un sujet central, par exemple, la première loi réforme des retraites. La première loi de réforme des retraites, pour moi, c'est enlisé parce que le gouvernement n'a pas voulu regarder, j'ai envie de dire, vraiment dans les détails, l'art de l'exécution. A contrario, quand il le fait, il y arrive. Et pour moi, l'exemple de la loi de modification de la loi PLM, qui, contrairement à ce qui a été dit avant, pour moi, n'est pas du tout un bidouillage électoral, c'est la loi de 82 qui était un bidouillage électoral, eh bien, là, Bayrou, qui était très déterminé à faire avancer ça, qui s'est penché très concrètement sur comment y arriver, eh bien, il y est arrivé en quelques semaines ou quelques mois. Hein. C'est assez étonnant. Bon, c'est pas une grande loi, mais enfin, quand même, on modifie l'élection du maire pour Paris, Lyon et Marseille, et ça s'est fait, et il y a eu une majorité, et là, d'ailleurs, transpartisane, hein, puisqu'on a eu des gens du RN, de LFI et du Bloc central, alors que le Bloc central était divisé sur le sujet, ça a été voté assez nettement. Merci. Pour finir, moi, je veux juste rappeler que la question de l'obstruction par l'inflation d'amendements n'est pas un phénomène nouveau, mais il n'a cessé de s'aggraver. Moi, je dis d'ailleurs que c'est en grande partie du fait de l'informatisation, c'est-à-dire qu'avant, faire des amendements, c'était du copier-coller au sens propre du terme. J'ai été collaborateur parlementaire entre 97 et 2002. Je l'ai fait. Hein, je prenais mes ciseaux, des feuilles de papier, de la colle, et je faisais du copier-coller. Je photocopiais et j'emmenais ça pour les députés pour lesquels je travaillais au service de la séance de l'Assemblée nationale. Évidemment, on a informatisé tout ça, et donc maintenant, il suffit d'appuyer sur des boutons pour faire des copier-coller, pour faire des milliers d'amendements. Juste une petite citation. Philippe Séguin, élu président de l'Assemblée nationale en 1993, dit au bout de 6 mois, il fait un bilan devant les députés et il dit voilà, mes chers collègues, on a quand même un problème. Il y a une inflation du nombre d'amendements. Rendez-vous compte, depuis 6 mois, on a eu 3000 amendements. Eh bien, aujourd'hui, ces 3000 amendements, j'ai envie de dire presque minimum, hein, c'est quasiment le tarif minimum par texte de loi. Par texte. Par Pas de texte problème. de loi. Et on s'est complètement habitué à ça et on n'a jamais voulu réguler ça. Mais là aussi, hein, c'est les acteurs politiques. J'en ai été témoin quand j'étais président de l'Assemblée nationale. J'ai essayé de changer ça. Quasiment tout le monde s'est ligué contre les réformes, y compris les députés de la majorité de l'époque, en disant non, le droit d'amendement, le droit d'amendement. Et au point qu'on en arrive à ces motions de rejet qui sont utilisées non pas pour rejeter un texte en fait, mais pour rejeter l'obstruction, ce qui est quand même pour moi très insatisfaisant du point de vue du travail législatif parlementaire. Si on a quelques Merci. minutes plus tard, je reviendrai sur la On viendra proposition de loi après. Grémillet, parce que c'est un cas d'école également sur la concurrence entre le législatif et l'exécutif, et en l'occurrence aussi le législatif et le réglementaire. Merci François pour cet éclairage extrêmement important de voir d'où on venait avec une majorité opposition où c'était très confortable à l'époque. On disait non à tout, puis on attendait d'être élu pour faire le contraire de ce qu'il avait fait. J'insiste sur un point d'ailleurs, parce que tu l'as dit que aujourd'hui, l'équilibre ou la négociation peut se faire en CMP. La CMP, c'est un des plus grands mystères pour moi de la République, parce que même en travaillant, mon cher François-Xavier, depuis 30 ans
sur le lobbying. Nous n'avons jamais eu d'informations, rien ne sort des CMP et beaucoup de choses se passent là. Peut-être un jour faudra-t-il écrire. Bruno Le Roux, s'il te plaît, merci de ta présence. Alors ton éclairage aussi avec ton recul en tant qu'ancien président de groupe d'une vraie majorité à l'époque et ton recul aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer et la façon dont les choses pourraient évoluer. Bien, merci Marc et bien entendu, bonjour à tous. Et intervenir à ce moment, c'est marquer beaucoup de points d'accord, forcément avec ce qui a été dit auparavant. Et ce qui a été dit auparavant, je regardais, et je commencerai par là, n'est pas très différent de ce que l'on a dit il y a maintenant quelques 14 à 15 mois. C'est-à-dire que la politique, c'est en même temps de la vie quotidienne et ça s'écrit au jour le jour, mais ça repose sur des fondamentaux. Et ces fondamentaux, on les avait étudiés il y a maintenant un peu plus d'un an. Ils n'ont pas changé et malheureusement, il n'y a pas de surprise par rapport à ce que nous disions il y a un an maintenant. Et j'y reviendrai tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de surprise un an plus tard, c'est qu'on peut imaginer qu'il y aura peu de surprises dans l'année qui va arriver et qu'on peut déjà commencer à l'écrire. Alors forcément, il y a un moment donné où l'élastique se tend et peut casser, mais la politique, ça repose sur des fondamentaux. Et ces fondamentaux, ils commencent par la dissolution de l'Assemblée. Et l'analyse que l'on portait au lendemain de cette dissolution n'a pas changé aujourd'hui et les fondamentaux n'ont pas changé. Alors, je reviendrai sur les PPL. On peut combler, parce qu'en politique, il faut toujours combler le vide, il faut combler le temps, il faut passer le temps. Aujourd'hui, on passe du temps à faire des choses qui ne sont plus essentielles. Et on manque de textes qui donnent du corps aujourd'hui, du corps à la société, qui permettent d'avoir son évolution, qui permettent de marquer une époque. On aura 2 à 3 ans qui vont se passer sans qu'aucun texte majeur n'ait marqué. C'est dans l'histoire de notre République, il y a peu de périodes longues où il n'y ait pas un texte qui marque à un moment donné une direction, qui marque une évolution, qui fasse débat dans la société et en même temps qui réunisse très largement au Parlement. Là, aujourd'hui, on n'est plus capable de faire des choses essentielles. Alors, on meuble le temps avec un certain nombre de PPL, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. C'est quand même intéressant de regarder ce que l'on disait il y a maintenant un peu plus d'un an. Je disais que dans cette dissolution, on comprenait que les Français avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient plus continuer comme avant et qu'ils attendaient des changements profonds. Bon, la question des changements profonds, aujourd'hui, mois après mois, on peut se demander, ce qu'ils en pensent, on le sait, c'est mesuré par l'opinion publique, mais on peut surtout se demander quel est l'effet à terme d'une élection dont les Français se disent « nous n'avons pas été écoutés ». Et les choses continuent exactement comme avant. Je pense que pour notre système, c'est quelque chose d'absolument terrible. Moi, j'étais content. Je ne peux pas dire que j'étais totalement content, mais je ne sais pas si vous avez entendu Alain Juppé la semaine dernière qui prenait des chiffres sur un plateau de télévision. Et moi, ces chiffres me hantent depuis des années quand on mesure le recul aujourd'hui dans l'opinion publique des bienfaits du système de la démocratie, du système démocratique. Et on voit que partout dans le monde, il y a cet élément qui recule et qu'on se dit, mais il y a peut-être d'autres systèmes qui soient un peu plus directifs, qui soient un peu plus peut-être efficaces, qui pourraient se mettre en place. Je pense qu'on avait un pays, et je croyais jusqu'à maintenant, tout en voyant reculer ces dernières décennies l'attachement à la démocratie, mais avec un pourcentage qui restait quand même très très élevé. J'ai très peur aujourd'hui, et je pense que ce qui s'est passé il y a maintenant un peu plus d'un an, cette dissolution et les effets derrière constatés par les Français, la non prise en compte de leur vote, et d'ailleurs on peut se poser la question de savoir quelle aurait été la prise en compte de ce vote. Je ne dis pas que les choses sont faciles, mais ils ont le sentiment que rien n'a été pris en compte. Et donc, ça précipite ce mouvement installé depuis longtemps de défiance vis-à-vis d'un système et vis-à-vis globalement de la démocratie. C'est pour ça que je pense que les heures que nous vivons en ce moment sont
plus grave que le simple discours d'une vie politique un peu bloquée. C'est, je pense, le modèle démocratique qui est en cause aujourd'hui chez beaucoup de Français, et ça, on devrait essayer de s'en rendre compte. Je disais aussi à ce moment-là, je parlais à l'époque d'instabilité tant au Parlement que dans le futur gouvernement. Ben, l'instabilité, on la mesure bien. Je m'interrogeais déjà sur ce qui permettrait de retrouver de la stabilité. On doit bien entendu s'interroger là-dessus en parlant de nouvelles élections législatives ou présidentielles. Je m'aperçois qu'il y a 1 an et demi, personne n'évoquait véritablement cet élément-là, tout simplement parce que les élections législatives étaient impossibles à convoquer à nouveau. Elles le sont aujourd'hui, et les élections présidentielles, on ne mettait pas en avant comme ça la possible démission du président. C'est dans les discours aujourd'hui. On entend un certain nombre de responsables politiques parler de nouvelles législatives qui s'imposeraient, voire même d'un puissant mouvement qui demanderait au président de la République de partir. Là encore, rien de nouveau, et je pense que c'est dû au fait que depuis maintenant 1 an et demi, on n'a pas réussi, si tant est que ce soit possible, à trouver cet équilibre. Alors, je reviens maintenant sur quelques éléments sur le processus législatif. Oui, il est complètement chaotique, mais il est chaotique et pour une raison assez simple, c'est que l'exécutif est en panne de texte. Ce qui fonde aujourd'hui la capacité du Parlement à bien fonctionner, c'était un équilibre entre ce que j'appelle des grands textes, des textes d'orientation qui soient déposés par le gouvernement, débattus avec sa majorité, soutenus par sa majorité, essayant de réunir plus largement, et des PPL qui arrivaient sur un certain nombre de points pour essayer de régler un problème particulier. Les PPL n'avaient pas vocation à être des grands textes d'orientation, mais à avoir un effet immédiat sur des éléments de vie quotidienne, des éléments de changement législatif attendus. Aujourd'hui, on n'a plus cet équilibre du tout, parce que pour l'exécutif, un texte, un projet de loi, c'est un risque politique. Et donc, on n'a plus de texte de loi, puisqu'on ne peut plus prendre de risques politiques. Et donc, on n'a plus de grandes orientations qui sont posées sur la table et qui sont débattues au Parlement. Et moi, je trouve que ça, c'est un recul absolument... Enfin, dans le travail du Parlement, j'ai jamais pensé que l'exécutif devait avoir tous les droits, mais quand même, les grands débats, les grands textes d'orientation, ceux sur lesquels on peut avoir, François-Xavier Lafranchi disait, une étude d'impact, où on peut avoir un rapport du Conseil d'État dont on demande à ce qu'il soit rendu public pour regarder l'analyse juridique qui a été faite, toute chose qui n'existe pas sur les PPL, ça manque pour le sérieux du débat politique aujourd'hui. Alors, on n'aura pas plus de projets de loi, quel que soit le gouvernement, dans les mois à venir, puisque de toute façon, un texte de loi, c'est un obstacle, et c'est un obstacle politique que l'on ne veut pas franchir. Et donc, il n'y a pas de ministre qui se dise « je vais défendre un texte qui va se faire dépecer à l'Assemblée nationale, je vais en sortir avec un texte rabougri et avec une image personnelle qui va être détériorée ». Bon, il n'y a pas de ministre qui a envie de rentrer aujourd'hui totalement dans ce processus. Et donc, les seuls obstacles aujourd'hui qui ne peuvent être refusés par le gouvernement, c'est les textes obligatoires. Le PLF, le PLFSS. Là, on est obligé d'avancer, on est obligé de poser des orientations, on est obligé de poser, et donc forcément, on prend un risque politique, puisque là, on a des choses précises qui sont sur la table, et on court le risque de la censure. Dernier élément, est-ce que la censure, un pacte peut-il exister? Parce que je pense que les textes dont on discute depuis tout à l'heure, l'avenir, se dire qu'il pourrait y avoir une instabilité, c'est se dire qu'il peut y avoir un pacte de non-censure. C'est pas facile, parce que le pacte de non-censure voudrait dire j'enlève ce que j'appelle le bloc central. Le bloc central, je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, de toute façon, il va essayer, et son rôle, si tant est qu'il arrive à le faire avec un peu d'unité, à ne pas éclater, mais son rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que le président de la République arrive à tenir la fin de son mandat. Et il a avalé tellement de couleuvres, le bloc central, qu'il est prêt à avaler toutes les couleuvres pour permettre la réalisation de cet objectif. Donc la seule question d'un pacte de non-censure, c'est est-ce qu'il peut y avoir un accord entre le PS et LR? Et rien que de poser la question,
à 1 an et demi d'une élection présidentielle, on a quasiment la réponse. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir des éléments complètement bloquants qui ne peuvent permettre de trouver cet accord qui est le pacte de non-censure, parce qu'un pacte de non-censure, ça veut dire que l'on trouve cet accord sur le fond, et donc sur une politique de fond, un projet de loi de finances entre LR et le PS. Je ne dis pas que c'est impossible sur le fond. Je dis que les circonstances politiques et la préparation de la prochaine présidentielle, la droite qui est dominée aujourd'hui par un camp et par un certain nombre de personnalités qui ont décidé de ne plus se laisser tailler les croupières par le Rassemblement national et d'aller de ce côté-là, la gauche qui a décidé, et je l'espère en tout cas la gauche progressiste, de livrer la bataille à la gauche radicale, d'essayer de lui repasser devant, tous ces éléments montrent que cet accord qu'il devrait y avoir pour permettre à un gouvernement de tenir dans les prochains mois et qui repose sur LR et le Parti socialiste, j'y crois relativement peu au moment où je vous parle. Et tant est qu'il arrive, et tant est qu'il pourrait se mettre en place, que je pense que je ne suis pas sûr qu'à gauche, il y ait, et notamment quand je regarde le fonctionnement du groupe socialiste, de plus loin aujourd'hui, mais toujours intéressé, je pense qu'il y a un certain nombre de contingences locales qui fait que de nombreux députés, au moins un tiers, voire la moitié des députés, ne suivraient probablement pas sur un texte de censure une position qui serait une position globale. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de répondre peut-être aux questions derrière, mais j'ai le sentiment qu'on est aujourd'hui à un point, tout le monde a connu ces carrefours où on s'engage, on est bloqué, et puis d'un seul coup, on dit « Ah, mais quel imbécile, là, il vient, et il se remet dans le... » Et on arrive à quelque chose qui est un blocage complet, et on n'arrive plus à sortir du rond-point, et on y passe des longues minutes, voire des heures. Je pense qu'on est aujourd'hui, si je prends cette image, exactement là-dedans, qu'il va falloir quelque chose pour débloquer ce rond-point, mais que ça ne se passe pas dans le rond-point politique aujourd'hui. Ça ne peut se passer que par quelque chose qui vient de l'extérieur, qui redonne de la stabilité. Et c'est pour ça que je pense que de plus en plus dans le débat va se poser la question de ce que j'appelle rebattre les cartes. Quand on n'arrive plus à jouer avec les cartes qui sont sur la table, on rebat les cartes. Forcément, la question de savoir comment on rebat les cartes va se poser, à mon avis, dans les prochains mois. Et quand je dis dans les prochains mois, c'est forcément avant la fin de l'année, puisque c'est dans les délais d'études du PLF et du PLFSS. Merci Bruno, vraiment on voit très très clair sur la nécessité de rebattre les cartes avec pas 36 solutions, une dissolution ou une élection présidentielle anticipée, mais j'ai noté aussi avec intérêt, je n'avais pas vu cette intervention d'Alain Juppé sur ce recul de la perception du système démocratique et de son intérêt, et pour cause, on est bloqué, c'est totalement chaotique. Tu as confirmé que c'est normal qu'on ne présente pas une PJL parce qu'il y a trop de risques à le faire. Sentiment que j'ai de temps en temps, c'est qu'en sous-main, la PJL, on demande à des amis sénateurs de la déposer pour lui donner un enrobage un peu plus crédible. Et pour avancer, on va passer maintenant aux questions-réponses avec nos 3 intervenants. Vous pouvez soit lever la main, soit faire une question écrite. En tout cas, on sent bien qu'on va, d'ici Noël, on y verra plus clair. Il y a 3 mois qui vont être vitaux pour savoir vers où on peut avancer. Une question pour François-Xavier qui demandait quelles étaient, selon lui, les hypothèses sur l'issue de la CMP du projet de loi simplification. Bon. Et les autres pourront répondre aussi. Oui, je suis preneur des réponses des anciens parlementaires et anciens ministres parce que honnêtement, les tractations en CMP sont alors la raison pour laquelle elles sont aussi opaques, il faut quand même être conscient qu'on a des gens qui avalent des couleuvres pour faire avancer un texte. Et il y a une stratégie de donnant-donnant. Et on n'a pas un élu qui revient devant ses électeurs en disant « je me suis couché là-dessus ». Voilà, ça n'arrive pas. Et donc le destin des CMP est extrêmement imprévisible, et il est a fortiori imprévisible sur ce texte à multiples tiroirs, et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je rappelle qu'il y a eu un nombre de propositions, simplifications concurrentes à ce texte, qui étaient à l'origine prévues pour ce texte, qui ont été sorties et mises dans des propositions de loi spécifiques sur le logement, sur l'urbanisme, sur... bon. Donc ça a été un texte extrêmement négocié, extrêmement difficile, et donc honnêtement, moi je ne vais pas me lancer à des prédictions sur le sort de la CMP. Faut déjà, voilà. François, un avis, Bruno, sur ce sujet?
Oui, sur les CMP, d'abord, une remarque peut-être un peu générale. C'est une pratique, en effet, qui a pris beaucoup plus d'importance qu'autrefois, justement parce qu'il y a plus de majorité. Donc c'est un endroit où, en plus, le Sénat a bien compris l'intérêt qu'il avait à jouer cette carte-là, puisque ça lui donne un poids beaucoup plus important qu'auparavant. Et les gouvernements successifs, et je pense que celui qui est en cours de constitution n'échappera pas à la règle, il y a aussi intérêt, en quelque sorte, comme l'a dit Bruno Le Roux, parce que comme quand il avance lui-même un texte, il a énormément de mal à le faire adopter, il a vite un front d'opposition contre lui. Là, les parlementaires sont devant leurs responsabilités. Le fait que ce soit entre guillemets opaque, hein, c'est-à-dire que la réunion n'est pas publique, il n'y a pas un compte-rendu public des débats, moi je pense que c'est nécessaire, parce que si on veut passer des compromis, si on le fait au vu et au su de tout le monde avec les caméras, etc., et des comptes rendus, bah, ça ne marchera pas, parce que les gens sortiront du compromis. Donc ça, faut l'accepter. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, hein, parce que contrairement à ce qui a été dit, certains ont déjà brisé ça. Je vous rappelle, la France Insoumise a dit, bah, nous, on va dire tout ce qui s'est passé dans la CMP, on va dénoncer ceux qui font tel ou tel vote, et ils l'ont fait, hein, donc c'est compliqué. Après, il y a quand même, pour moi, deux problèmes qui se posent, et ça sera sur ce texte-là comme sur les autres. Premier problème, le gouvernement n'est pas représenté à la CMP. Alors au départ, on peut dire, bah, c'est bien, les parlementaires, vraiment, là, ils prennent leurs responsabilités. Alors, il ne faut pas se leurrer. Autrefois, je pense que Bruno le confirmera, le groupe majoritaire ou les groupes majoritaires étaient quand même le relais du gouvernement au sein de la CMP. Il y avait quand même beaucoup d'appels téléphoniques, de SMS, de suspension de séance, etc. Et les pour rapporteurs particulièrement. voilà, pour gérer ça en lien avec le gouvernement. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. En tout cas, il n'y a pas de majorité donc au sein de la CMP. Donc c'est à mon sens, quand même un petit peu problématique parce que autant je suis pour revaloriser le Parlement, autant je pense que dire on sort complètement le gouvernement, c'est un peu potentiellement un problème. L'autre sujet, ça ne veut pas dire qu'on lui donnerait un pouvoir, mais il pourrait éventuellement être là pour quand même répondre à des questions, à des arguments. Et l'autre sujet, c'est que le Conseil constitutionnel a une jurisprudence qui, à mon sens, mais ça se débat bien sûr, est très restrictive par rapport à ce qui sort des CMP. Vous l'avez vu sur plusieurs textes, notamment une loi immigration, hein, c'était avant la dissolution, mais c'était déjà en situation de majorité relative. C'est vrai que le compromis de la CMP avait beaucoup modifié les textes d'origine, hein, c'est évident. Et le Conseil constitutionnel, à mon sens, hein, a eu une vision très extensive des cavaliers législatifs. C'est-à-dire qu'il considère que tout dispositif qui n'était pas dans le texte au départ et qui a été introduit en CMP doit être rejeté. Bon, c'est un peu le principe de la CMP, hein, trouver un compromis, c'est-à-dire qu'on rajoute quand même des choses, on fait un travail législatif. Donc pour moi, ça, c'est le petit bémol sur les CMP qu'il faudrait pouvoir un peu mieux définir si on veut que ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, c'est une des rares choses sur lesquelles ça peut fonctionner. Et ça peut tout à fait fonctionner pour moi sur une loi dite de simplification, parce que justement, c'est une loi où il y a beaucoup d'aspects divers et variés. Et donc, on peut trouver des compromis parce qu'on dit, bon, bah, toi, tu tiens à ça, allez, on va avancer là-dessus. Toi, tu tiens à un autre sujet, on va avancer là-dessus. Et au global, les gens peuvent dire, bon, bah, je vote un texte parce que j'ai réussi à faire avancer tel ou tel aspect, même si je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des dispositions. Oui, c'est vrai qu'on le voit un peu moins peut-être, aujourd'hui parce que la CMP n'a pas ce caractère public, mais, le fonctionnement des CMP aujourd'hui est tout aussi chaotique que le fonctionnement, de l'Assemblée et du Sénat. Les CMP marchaient et aboutissaient généralement, quand il y avait une majorité à l'Assemblée, quand il y avait une majorité au Sénat et que ces majorités n'étaient pas en accord sur le texte et donc on se mettait autour de la table, députés et sénateurs, et on essayait de trouver des éléments pour un texte commun et ça marchait ou ça marchait pas, mais il y avait quand même des majorités qui sortaient. Aujourd'hui, la CMP est le reflet quand même pour l'Assemblée nationale de cet éclatement et je pense que c'est un outil intéressant, mais c'est un outil dont le parcours est aussi chaotique que la séance publique aujourd'hui. Donc, sur le projet de loi de simplification économique, faut pas oublier non plus que le gouvernement n'est pas
présent à la CMP, mais c'est lui qui convoque la CMP. Il n'y a pas de CMP si elle n'est pas convoquée par le gouvernement. Et s'agissant du projet de loi simplification, la seule question, puisque c'est la question qui était posée, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que la CMP qui était prévue par l'ancien gouvernement va être maintenue par le nouveau, sachant qu'un nouveau gouvernement essaye quand même de trouver et de contenter sa propre majorité. Quand on voit l'éclatement du bloc central, comme l'appelait François, sur ce texte simplification économique, donc la question pour moi aujourd'hui n'est pas tant même celle du point d'aboutissement de la CMP simplification économique, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle se tiendra bien le 30 septembre et est-ce que le gouvernement actuel, ou enfin le prochain gouvernement qu'on peut espérer dans quelques jours ou dans quelques semaines, maintiendra cette CMP compte tenu des rapports de force qui sont sortis à l'examen du texte et du fait que le texte est quand même aujourd'hui, qui sortirait de la CMP, est très très éloigné de ce que souhaitait le bloc central il y a maintenant quelques mois. Je vois une interpellation là, sur la boucle d'Arthur qui est d'IRCAB à Cernay, qui dit finalement, quand c'est bloqué en haut, est-ce qu'il ne faut pas donner plus de pouvoir aux collectivités locales, pour résumer un tout petit peu ton interpellation, sachant qu'il semblerait que, en effet, le Premier ministre ait adressé un courrier hier au maire, que, pour être très franc, moi, nous avons une mission ces jours-ci de réindustrialisation qu'on a attrapée un 31 juillet, et j'ai eu 8 présidents de région en téléphone première semaine d'août, et je m'aperçois que les présidents de région sont agiles, vont vite et ont envie de bouger. Et donc, est-ce qu'il ne faudra pas en effet renforcer cette décentralisation pour que, si c'est bloqué en haut, ça puisse marcher dans les territoires? Enfin, François, Bruno, votre avis là-dessus? Alors, moi, je veux bien donner un petit point de vue. Moi, d'un point de vue presque philosophique, politique, je suis pour la décentralisation. Je suis un Girondin, comme on dit, et non pas un Jacobin pour un État centralisé. Néanmoins, j'ai pu constater à la fois quand j'étais ministre et aussi en tant qu'élu local, que je suis toujours puisque je suis à la région des Pays de la Loire, que la décentralisation, ça marche bien quand il y a quand même des sujets pas trop difficiles, hein. J'ai le souvenir de ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, quand il s'agit de réouvrir ou pas les écoles, les collèges, les lycées, les régions, les départements, les communes étaient plus tellement volontaires pour prendre la décision, hein. Et moi, je me souviens dans ma ville, la maire dire oui, pour la réouverture des écoles, si on est sûr qu'il n'y a aucun risque sanitaire pour les personnels. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, il faut trancher, hein. Il faut dire on rouvre les écoles, on ne les rouvre pas. Sur la sécurité, sur les sujets comme ça, et pourtant les maires ont des pouvoirs, mais on voit que c'est quand même tout de suite beaucoup plus compliqué. Et puis alors sur le budget, est-ce que les données budgétaires, les budgets de la sécurité sociale, je rappelle que les départements, par exemple, gèrent tout ce qui touche au RSA, tout ce qui touche à un certain nombre de dispositifs de solidarité, c'est pas plus facile quand c'est à l'échelle locale que quand c'est à l'échelle nationale. Donc, ce qui change en fait beaucoup entre la politique nationale et la politique locale, c'est que dans les mairies, en général, il y a des majorités très nettes, parce qu'il y a un mode de scrutin avec une prime majoritaire qui est écrasante. Dans les départements, il y a un mode de scrutin majoritaire qui ne donne pas toujours lieu à des majorités. Enfin, globalement, c'est plutôt le cas. Petit bémol, vous pouvez regarder ce qui se passe en Charente, où il y a une crise politique en Charente parce que, non pas parce que le budget n'est pas adopté, parce qu'il y a une division profonde au sein de la majorité. Puis dans les régions, actuellement, je ne sais pas si ça durera d'ailleurs, parce que le mode de scrutin est différent de celui des mairies, il y a une prime majoritaire, mais elle est moins forte. Il y a des majorités. Mais s'il n'y en avait pas, ce ne serait pas mieux qu'au niveau national. Antoine, je crois que tu as levé la main, Antoine Armstrong de chez Cap Public. Merci pour toutes ces explications et éclaircissements. Non, moi j'avais une question concernant le budget 2026. On a vu que il y avait un budget qui était un peu dans les tuyaux, qui avait été préparé notamment par l'ancien Premier ministre, qui avait évidemment 44 milliards d'économies proposées. Tout le monde propose un peu, que ce soit à gauche ou à droite, des pistes d'économies entre 22 et 30 et 35. En termes de perspective, est-ce que vous pensez que ce qui avait été proposé par François Bayrou va être repris en partie? Il va y avoir beaucoup de remises en question. Enfin, comment vous voyez les choses avec ce qui était potentiellement dans les tuyaux et ce qui devrait sortir pour 2026? Alors, ce n'est pas forcément une réponse facile, mais qu'est-ce que vous voyez en termes de prospective sur ce sujet?
Bruno, François? Oui, voilà, juste quand même un petit mot sur la question précédente qui était sur La décentralisation renforcée. Oui, je pense que les maires, les collectivités sont porteuses aujourd'hui de projets et d'un sens de l'intérêt général qui fait que, indépendamment de la situation politique, moi qui suis un fervent décentralisateur aussi, je pense qu'il faut continuer à se poser la question. Mais de la façon dont elle est posée, en même temps, c'est pas rassurant parce que les collectivités ne sont pas là pour remplacer un État qui serait défaillant. Elles sont là normalement pour assurer des missions dont on pense qu'elles sont mieux à même de les assurer que l'État. Et donc, ça fait partie des réponses qui sont un peu celles que je donnais tout à l'heure sur le système démocratique. On voit que ça fonctionne pas là-haut, on essaye un autre système. Et je pense que le jour où il y aura une décentralisation réussie, c'est le jour où il y aura un État fort sur ses prérogatives et pas un État faible comme il y a aujourd'hui sur les politiques qu'il met en œuvre. Et toute la question, enfin, c'est là-dessus, c'est la question de la définition de ce qui est mieux fait à l'échelon des collectivités, ce qui est mieux fait à l'échelle de l'État, mais il ne pourra pas y avoir de décentralisation qui soit réussie sans qu'il y ait un État qui soit fort et qui ait des politiques publiques qui soient affirmées. Et donc l'un ne peut pas remplacer l'autre. Pour le reste, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, très franchement, c'est tout l'enjeu des discussions qu'il y a aujourd'hui, de ce que l'on parlait tout à l'heure sur un accord de non-censure. On sait très bien qu'à gauche, aujourd'hui, pour essayer de trouver cet accord, la question de la justice fiscale, la question de la justice sociale, donc de la taxe sur les hauts revenus, là, il y a 2 ou 3 marqueurs qui pourraient amener à un accord en diminuant et en étant sur une recherche de diminution de l'évolution du déficit public qui soit un peu inférieure à ce qu'avait prévu François Bayrou. Mais la plupart de ces mesures, si elles étaient acceptées aujourd'hui par le Premier ministre, mettraient en péril ce qu'il appelle son socle commun avec LR. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui puisse dire que on a une recette de budget qui pourrait permettre de trouver un accord majoritaire à l'Assemblée. Je pense que ça n'existe pas. Ensuite, la seule question, ça sera le calcul des intérêts politiques de chacun. Et on voit bien aujourd'hui, quand on a un certain nombre de remarques sur la situation, qu'on ne se dit plus « Ah ben, on a intérêt à faire passer un budget pour le pays », mais on a intérêt à faire passer un budget pour qu'il n'y ait pas de dissolution, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas... et parce qu'on pense que ce n'est pas la bonne solution aujourd'hui, parce que... Et donc, les analyses politiques d'opportunité ont pris le pas sur l'engagement de stabilité autour d'un budget. François, tu veux Et si compléter? je peux, oui, moi, l'analyse que je fais, je souscris à ce qu'a dit Bruno, mais c'est que François Bayrou, en parlant de 44 milliards, il a donné le haut de la fourchette. Et maintenant, en fait, toutes les négociations vont faire baisser le niveau de la fourchette, hein. C'est-à-dire qu'il y a personne, enfin, j'ai entendu personne dire il faut faire plus d'économies. Petit rappel, le déficit est de 165 milliards, hein. Donc, quand on dit 44 milliards, on est sur une petite part du déficit. En fait, tout le monde sent bien que ça pourrait se finir presque à zéro, mais allez, ça va être un peu entre les deux. Allez, 44 divisé par 2, ça fait 22. D'ailleurs, c'est un des chiffres, je crois, du Parti socialiste. Bon, voilà, on en est un peu là. Une négociation se fait sur ça. Moi, je trouve qu'il y a un sujet qui, malheureusement, n'est pas assez présent dans le débat. C'est est-ce qu'on fait plus ou moins d'économies, des vraies économies, c'est-à-dire des baisses de dépenses publiques, ou est-ce qu'on fait plus ou moins de prélèvements nouveaux? Parce qu'en fait, et Bayrou, dans les 44 milliards, en fait, il y avait une partie, je crois que c'était aux alentours de 10 milliards, qui étaient des prélèvements nouveaux. Les 2 jours fériés, c'est des taxes cachées que c'était, puisque c'était, on travaille 2 jours et les entreprises payent une taxe, qui va, être équivalente à ce que leur rapporteraient les 2 jours de travail supplémentaires. Donc c'était pas, des économies, hein. Et on voit bien que dans les propositions, par exemple, du Parti socialiste, il y a beaucoup, en fait, d'impôts nouveaux. C'est pas simplement la taxe Zuckman. Et ça, je pense que c'est un peu dommage parce que le débat, on parle du niveau, on va dire entre 44 et voilà, et 22, 30, 25, alors qu'on devrait un peu plus parler de qu'est-ce qui relève des dépenses qui sont réduites et qu'est-ce qui relève des impôts qui sont augmentés.
Sachant qu'il ne faut jamais l'oublier, pendant ce temps-là, il y a quand même des dépenses qui augmentent aussi, hein. Et d'abord, parce qu'il y a des dépenses qui augmentent un peu mécaniquement, et notamment la masse salariale de l'État, de la fonction publique hospitalière et des collectivités locales. Allez, avant de conclure, parce qu'il est déjà 9h24 et que vous savez que je suis un maître du temps et des horloges quand je fais des animations, je propose à François-Xavier, François et Bruno une petite minute de conclusion et de perspective, et voire même de vous lâcher sur la façon dont vous pensez qu'il y aurait ou pas dissolution ou démission pour sortir d'une situation très complexe. François-Xavier. Non, pas de lâchage, juste une vraie inquiétude. Pour moi, la plus grosse inquiétude aujourd'hui, c'est quand même ce qui a été dit sur le devenir de la démocratie. Je suis sidéré de cette pétition à 2 millions de voix qui redonne lieu à un débat au Parlement sur un texte sur lequel la majorité a été de 377 députés. Je rappelle qu'un député, ça correspond à peu près à une tranche de 125 000 habitants. Donc 2 millions, ça fait 16 députés. Il y a eu une majorité, 377 députés ont voté la loi du plomb. Alors, je ne suis pas forcément pour cette loi, c'est pas le sujet, mais je trouve il y a une loi de la rue qui est en train de s'imposer d'une fausse démocratie directe, en fait, où la majorité la plus activiste arrive à infléchir le débat d'une façon qui m'étonne. Et c'est très dans la logique des deux formations les plus extrêmes qu'on ait en France, et c'est quelque chose qui me préoccupe. Et voilà, moi, je terminerai là-dessus parce que pour moi, c'est un vrai sujet, on a eu peu le temps d'en parler. Voilà. Merci de cet éclairage, Bruno. J'ai du mal à penser que les fondamentaux n'ayant pas changé, ce qui va se passer dans les prochains mois va être une stabilité plus grande. En même temps, je pense que dissolution, démission, ça dépend beaucoup de ce qui va se passer dans le plus profond du pays. Le véritable problème aujourd'hui, il est que le niveau de violence n'arrête pas d'augmenter, je trouve, dans la société de façon générale et à tous les niveaux. Je ne dis pas que c'est l'instabilité politique qui génère automatiquement ça, mais en même temps, ça ne règle rien. Ça ne permet pas d'essayer de prendre en compte ces éléments-là. Aujourd'hui, ce qui fait que que la dissolution est dans toutes les têtes, mais qu'en même temps, personne n'y est totalement prêt, c'est que soit on pense qu'elle ne peut pas apporter de majorité, soit on sait de quel côté va basculer cette majorité, et que personne ne peut, en tout cas, dans ceux qui prennent les décisions à gauche prennent pas de décision, mais par leur comportement, ils les fabriquent aussi. Personne n'a envie d'avancer dans cette direction. Et donc, je me dis qu'on est dans ce système autobloquant dont je parlais tout à l'heure, et dans ce système autobloquant, politique autobloquant, la seule chose qui m'inquiète véritablement, c'est la réaction, qui est la réaction des Français, la façon dont les choses peuvent se passer dans les prochaines semaines, les mouvements qui peuvent se mettre en place, et la capacité aujourd'hui de la politique à pouvoir régler ces problèmes. Donc voilà, je suis pessimiste sur la façon, parce que je pense qu'on n'a pas les outils politiques aujourd'hui pour avancer, et en même temps, il n'y a pas de solution qui soit des solutions totalement évidentes en matière démocratique. Donc, je continue, comme la dernière fois, à me dire que si ça continue comme ça, et donc les responsabilités, pour moi, sont assez clairement établies, mais si ça continue comme ça, je pense que ça finira mal. Bien, quel optimisme, mais je te comprends et je partage malheureusement un peu cette analyse. Mon cher François. Oui, pour rebondir sur ce que tu as dit, Marc, la démission du président de la République, bon, moi je n'y crois pas trop, parce que je pense que le président va tout faire pour finir son mandat. Juste petit clin d'œil à l'origine de nos institutions. Charles de Gaulle, d'abord, quand tu as dit, Marc, il n'y a jamais eu de président qui a été réélu, si, Charles de Gaulle a été réélu après avoir gouverné pendant Dans les 7 30 ans. dernières années. Dans les 30 Voilà. dernières. Et en revanche, tout le monde sait très bien, Charles de Gaulle l'avait dit d'ailleurs, que par exemple, s'il perdait une élection législative après une dissolution, il démissionnait. Donc c'est vrai que la pratique institutionnelle d'origine était peut-être celle-là, mais bon, ses successeurs ne l'ont ensuite jamais fait. Une démission, non. Une dissolution, je ne pense pas, alors qu'à certains égards, elle serait peut-être plus justifiée
si on était vraiment en situation de blocage à l'Assemblée nationale, qu'à un moment donné, il y ait une dissolution, c'est pour ça aussi qu'avait été faite la dissolution, hein, pour dénouer un blocage, alors qu'elle a été faite en 2024 simplement sur la base du résultat des élections européennes, ce qui était un peu étonnant. Et il y a peut-être un joker pour redonner la parole aux Français, sans passer ni par la démission du président, ni par la dissolution de l'Assemblée, c'est le référendum. Mais est-ce que, sur le principe, beaucoup de gens sont pour? Quand on commence à parler concrètement de quel texte, à quel moment, etc., là, il y a beaucoup moins de volontaires. Le président en a parlé dans ses vœux aux Français au mois de janvier, 1er janvier. Est-ce que c'est quelque chose qui, sur certains sujets, permettrait de redonner un peu d'air à notre démocratie? Je le crois, mais je ne crois pas que ce soit le plus probable. Et par ailleurs, le budget, par exemple, ne peut pas être adopté par référendum. Donc évidemment, il faut quand même que le Parlement et le gouvernement arrivent à un compromis sur ce sujet. Merci François, merci à vous trois. On a bien sûr enregistré cette rencontre et on va voir comment l'utiliser pour ceux qui n'ont pas pu venir. Vous étiez 100 en ligne à vous connecter, ce qui montre qu'il y a un fort intérêt. On voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes, quelques inquiétudes comme Bruno l'a évoqué, quelques pôles de stabilité, c'est le BIS qui s'exprime pour terminer. Je le redis, le Sénat il est stable, les régions elles sont stables et les administrations aussi sont stables. Donc il y a encore des gens avec qui on peut rencontrer, discuter. Et en ce moment, avec un gouvernement provisoire, les administrations particulièrement reprennent une partie de la façon dont la machine de l'État peut continuer à avancer. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment unique, avec beaucoup d'incertitudes. L'histoire se racontera. Merci en tout cas à vous tous d'avoir pris le temps d'essayer et à nos trois analystes de voir quelles étaient leurs positions, la façon dont les Français aujourd'hui sont dans une attente, et puis on verra peut-être aussi ce soir ce qui s'est passé dans la rue, puisque cette journée est une première et la seconde après le 10. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres, et la pression de la rue peut venir. François-Xavier nous disait qu'il était surpris que de 2 millions de pétitionnaires puissent faire venir en arrière, parce que oui, il y a eu des parlementaires qui ont été élus, mais on a donné en effet 3 blocs aujourd'hui, cette tripartition qui est extrêmement complexe et sur lequel malheureusement personne ne veut faire de concessions pour avancer. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour, malgré tout cela, continuer d'avancer avec ceux qui gouvernent et les administrations. Merci infiniment à tous, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.